me lance l'enregistrement. Et normalement, si j'actualise... Oula, j'ai eu un big bug. Normalement, je suis dessus. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec Nico, et oui, comme annoncé, finalement ce n'est pas Paulin qui est à ma place, mais encore une fois, on a dû remasteriser un petit peu les effectifs. Vous avez donc au programme aujourd'hui la fin de saison NBA avec Nico et moi. Nico, comment vas-tu ? Je vois qu'il y a un tout petit délai, un petit bug.
Nico, j'ai l'impression que ton ordi a du mal pour l'instant. Euh, voilà, donc Est bien en train de bugger. oui, c'est Oula, ça. allô? Ouais, là je t'entends, mais je crois que la caméra bug un petit peu. Allô? Moi je t'entends, c'est bon. Ouais, ça. et J'ai un PC ouais, qui a un peu du mal. Donc, bah, on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, ok, c'est un plaisir bah, d'être là et de pouvoir discuter. En plus, c'est la première fois qu'on va vraiment discuter spécialement basket. Donc, ça me fait très plaisir d'être là avec toi ce soir. Bah très bien. En parallèle, on vous tiendra aussi au courant d'un match de tennis, donc un peu rien à voir avec le sujet du soir, mais parce que Oui. Arthur Fils joue en ce moment une qualification en demi-finale du Masters 1000 de Miami. Il y a actuellement, je suis en train de regarder, il est mené 6-4 dans le tie-break du premier set, Mm. donc on va vous tenir au courant rapidement. Là, il y a 6-5 en faveur de Mensik dans ce tie-break. Donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'évolution du match, qui, on l'espère, tournera en la faveur du français. Mais je vais te laisser présenter un petit peu le programme du soir qui nous attend sur le sujet principal, qui est donc le basket et plus particulièrement la NBA. Eh ben écoute, oui, là ce soir, ça va être une soirée où on va discuter essentiellement de la NBA et de la fin de saison. Il reste, en fonction des franchises, il reste en grosso modo une dizaine de matchs. On commence à avoir des tendances qui se montrent, qui se confirment, que ce soit bah, en conférence Est ou en conférence Ouest. On va avoir l'occasion de revenir un peu sur les équipes déjà qualifiées pour les playoffs, ce qu'elles pourront faire justement pendant cette post-season. Parler bah, très brièvement des équipes qui sont déjà éliminées, donc un peu à l'opposé. Et aussi, on parlera bah, des équipes bah, entre deux, ce qu'il y a, les enjeux de cette fin de saison et les équipes qui ont encore quelque chose à jouer. On va évidemment revenir sur toutes ces équipes-là ce soir. Parfait. Je salue Isaac qui est arrivé. Donc j'ai dit bonjour tout à l'heure. On a salué déjà Pastore qui est arrivé aussi. On va parler du tirage de l'Eurobasket. C'est dommage, tu vends le truc trop tôt. Je voulais faire exprès de pas trop en parler pour qu'on puisse en discuter en fin de live parce que j'ai réussi au boulot à le suivre en direct. Alors j'ai juste raté comme par hasard. J'ai dû m'absenter pour le boulot. J'ai raté le tirage de l'équipe de France, hein, bien évidemment. Sinon c'était pas drôle. Mais oui, on prendra un petit instant sur la fin du live, je pense pour en parler. Mais donc voilà, petit spoil, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme il y a des gens qui ne sont pas arrivés, eux ne seront pas au courant. Mais oui, non, bah je pense que déjà, bon, Nicolas précédé. Après, vous l'avez vu à ma tenue, un qui est full d'une seule équipe en particulier, mais voilà, bon, en même temps, vous savez mon amour pour cette franchise. Mais oui, donc on va parler un peu de la NBA. Je vais te proposer, je vais te lister déjà les équipes déjà éliminées, les équipes déjà qualifiées. Et puis après, je te passe la main pour que tu lances un peu le vif du sujet qu'on a dit ce soir, c'est-à-dire, vous le voyez, vous, à la question sur l'overlay, NBA fin de saison qui est en forme. Je te laisserai commencer par quelques équipes et bien évidemment, après, on parlera en fin de live des gros, comme on a déjà un petit peu fait à certains moments, des gros favoris, entre guillemets, qui se sont dessinés. Mais comme tu l'as dit, je pense que le plus intéressant va être de parler des équipes du ventre mou. Avant ça, du coup, moi je vous donne les équipes déjà éliminées et ensuite les équipes déjà qualifiées. Si on se base sur la conférence Ouest, à l'Ouest, deux franchises sont d'ores et déjà hors course pour tout. C'est le Jazz de Utah et les Pelicans de New Orleans. À l'Est, pareil, deux équipes, pas plus pour l'instant. C'est les Wizards de Washington et les Hornets de Charlotte. Et ensuite, pour les équipes qualifiées, à l'Ouest, il n'y en a que trois pour l'instant. Houston et Denver qualifiés pour la post-season, mais pas encore assurés d'être en playoff. OKC assuré de remporter la conférence et donc assuré d'être en playoff. À l'Est, on a quatre équipes qui ont déjà validé leur ticket pour la post-season, mais pas encore pour les playoffs. C'est-à-dire Mhm. Milwaukee, Détroit, Indiana et New York. On a deux équipes qui ont d'ores et déjà assuré leur place en playoff. Les Cavaliers de Cleveland qui sont premiers et les Boston Celtics qui sont donc deuxièmes. Maintenant, les Cavaliers n'ont pas encore assuré le seed 1, donc la première place de la conférence, parce que bah il y a eu leur grosse série de défaites.
À l'inverse, les Celtics sont sur une série de 7 victoires, donc ça s'est un peu resserré. Maintenant, on le voit, il y a encore à peu près 4-5 matchs d'écart entre les deux, 4-5 victoires d'écart entre les deux. Je pense pas que le classement devrait trop bouger, mais voilà un petit peu où on en est. Maintenant, je te laisse la main pour nous dire les équipes un petit peu du ventre mou là, donc que je n'ai pas cité, donc tu aimerais qu'on parle vu leur positionnement. Eh bien, écoute, la première équipe dont je voudrais parler, j'avais mis les Suns, qui bah, du coup sont carrément en plein dans le ventre mou. 10e place, tout pile, Ouais, de la conférence Ouest. Au vu de leur effectif, vraiment pas là qu'on les attend. Ils ont de grosses individualités. Hein. Je vais pas vous refaire l'effectif des Suns. Je pense que la plupart des gens qui sont là le connaissent déjà, mais on a du Devin Booker, du Kevin Durant, du Bradley Beal. C'est des énormes individualités qui bah, du coup ont un peu de mal à fonctionner, comme on le voit, malgré l'arrivée du coach Budenholzer, oui, qui bah, du coup il n'arrive pas vraiment à mettre en place une alchimie. On voit d'ailleurs avec Kevin Durant des fois qu'on a l'impression que le courant passe pas hyper bien entre les deux, alors que bah, KD c'est un peu, même si c'est la franchise de Booker, à dire que KD c'est vraiment lui l'impact player, celui qui peut faire gagner les matchs. On l'a vu bah, là face aux Cavs il y a moins d'une semaine. C'est lui qui a permis aux siens de remporter la rencontre grâce à sa grosse perf. Mais on voit quand même que depuis le début de saison, c'est très compliqué du côté des Suns. Alors, ouais. ils étaient sur une série de 4 victoires avant placement à Boston cette nuit. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment avec cette équipe, c'est surtout l'irrégularité qu'ils ont montré. Parce que comme je le disais, il y a KD, il y a des joueurs d'expérience, enfin, des Bill, des Booker, maintenant, c'est des joueurs qui, en plus d'être des stars, ont vraiment une grosse expérience dans la ligue. Je ne sais pas si Booker a plus de 10 ans de carrière, mais ça ne m'étonnerait pas. On n'en est pas très Enfin, loin, il est à peu largement près, plus de 10 il, ans. il doit avoir la même durée de carrière que Jason à 1 ou 2 saisons près, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, il est arrivé un peu avant Tatum, mais du coup, bah, il a quand même maintenant une grosse expérience. Donc, l'irrégularité, c'est quelque chose qui devrait l'avoir quitté. Mais pourtant, il continue de montrer qu'il n'est pas forcément le plus régulier. Bah, ça se montre notamment, bah, comme je disais, la victoire face aux Cavs. C'est une grosse victoire face à la deuxième meilleure équipe de la Ligue au global. Et ils sont aussi capables de perdre des matchs face aux Pelicans que annonçais, que tu présentais tout à l'heure comme une des équipes déjà éliminées, une des C'est deux ça. seules équipes déjà éliminées à l'Ouest, et qui fait vraiment une saison d'ailleurs bien en dessous de ce qu'on aurait pu imaginer. Bon, on les imaginait pas très haut déjà, hein, on les imaginait au grand max se batailler pour le play-in, on va dire, mais de les voir comme ça, 14e et maintenant assuré d'être 14e, moi ça me fait un peu bizarre. Mais du coup, voilà, pour revenir aux Suns, qui était le sujet de base, oui, c'est une Oui. saison assez décevante. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais pas si on peut penser vraiment à autre chose en voyant les Suns, mais Non, je te bah, donne la main là-dessus. globalement, je vais te rejoindre juste avant. Je salue Timo qui vient d'arriver, donc voilà. Je salue également, bah, j'ai une amie qui vient pile d'envoyer un message, qui vient de débarquer, qui nous dit coucou. Merci Vénitia de passer. Timo qui vient de m'annoncer une grande nouvelle. Voilà. Merci Timo. Timo a réussi à avoir notre place pour lui et pour moi pour la viewing party à Paris de cette année. Donc voilà, ça fait vraiment vraiment plaisir. Euh, donc du coup oui, bah pour te rejoindre, globalement je suis totalement d'accord. En fait, au niveau des Suns, ce qui est très frustrant et on le voit par exemple même sur le match d'hier contre les Celtics, c'est une équipe qui est capable de tenir tête aux meilleures équipes. Parce que malgré tout, même s'il Ah, y a eu un complètement. gros creux à chaque fois, les Suns sont revenus au moins durant la première mi-temps. Ce qui fait que souvent les Suns se sont retrouvés à 6, 4, même 3 points, 2 points à des moments des Celtics. Donc c'est-à-dire une équipe enfin on parle des Celtics, c'est-à-dire les champions en titre, la troisième Mm. équipe de la ligue à l'instant T, qui pour beaucoup reste l'équipe Le favorite, favori, ouais. même si aujourd'hui elle est un peu passée derrière le Thunder, ce qui n'est pas illogique quand on voit les fins de saison de ces équipes-là. Mais c'est vrai que pour te rejoindre, bah, pour moi les Suns c'est une déception parce que je les attendais à la lutte au play-in parce que pour moi t'avais au moins 6 équipes qui allaient finir devant. Mais de là à être 10e et là à jouer leur place contre Dallas, qui Dallas c'est Ah, l'infirmerie ok, en personne, ouais. genre c'est l'hôpital. Si les hôpitaux avaient une équipe de basket, ça serait Dallas. Donc en fait, c'est ça qui est hyper frustrant, c'est de se dire que
Les Suns, c'est une équipe qui est capable de jouer au panier ballon. On parle d'une équipe, il y a 4 ans, c'était finaliste NBA. Il y a 3 ans, c'était finale de conférence. Et meilleur bilan de la ligue cette année-là aussi. C'est pour ça. Et là, en fait, on se retrouve avec une équipe qui met plus un pied devant l'autre. Pourtant, il n'y a pas eu non plus extrêmement de changements dans les joueurs. Mis à part les grosses arrivées Bradley Beal et Kevin Durant. Mais c'était censé justement t'apporter ce plus par rapport à quand t'étais censé, entre guillemets, avoir juste Chris Paul. Ou DeAndre Ayton. En vrai, il y a quand même eu pas mal de changements. Quand tu fais venir Kevin Durant dans ton équipe, forcément, ça chamboule l'effectif. Des 5 titulaires pendant leur run de finale et de l'année suivante, il n'y a plus que Devin Booker. Ouais, il y a C'est plus que vrai. Devin Booker. Tout le reste est parti, donc ça a quand même été chamboulé. Mais je veux dire, ils sont pas censés, avec les additions qu'ils ont eues sur le papier, ils ont peut-être une meilleure équipe que ce qu'ils avaient à l'époque, mais faut peut-être constater que ça tourne beaucoup moins bien et que c'est encore un exemple qui va peut-être du plomb dans l'aile des projets de super team. Oui. On en voit de plus en plus des grosses équipes qui tentent des trucs. On peut parler peut-être des Sixers qui sont dans la même situation. Ils ont essayé de signer Paul George cet été, le tout en prolongeant Joel Embiid, malgré le fait qu'ils savaient qu'il avait des problèmes de santé. D'ailleurs, ça fait plusieurs saisons qu'on le sent pas à 100%. Oui. Quand est-ce que ça remonte? Franchement, le dernier match de Joel Embiid qu'on a vu à 100%. Du coup, les Sixers sont un peu dans la même... Enfin, c'est pire carrément cette saison que les Suns. Je veux dire, c'est aussi un autre exemple de tentative de super team, on va dire, qui n'a pas fonctionné. C'est ça. Et je vais même te rejoindre, c'est qu'on a des Sixers qui sont actuellement à égalité avec les Nets, juste au-dessus, donc au 12e et 13e place de la conférence Est. On va pas se mentir que eux sont encore mathématiquement, ont encore un espoir de se qualifier. Mais bon, quand tu te retrouves à 8 victoires du 10e, tu te dis que là, ça commence quand même à être très très compliqué. Complètement, oui. Et puis surtout moi, ce qui me désole avec cette équipe, c'est que si au début de saison, franchement, on m'avait dit que la plus grosse satisfaction des Sixers, ce serait sur l'ensemble de la saison, hein, parce que là, il y a Quentin Grimes, depuis qu'il est arrivé, il envoie des gros matchs pour faire gagner son équipe, mais il envoie des grosses stats qu'on n'avait pas l'habitude de le voir faire. Il a battu son record en carrière en points, il est beaucoup plus responsabilisé, etc. Mais sur l'entièreté de la saison, le meilleur, pas le meilleur joueur des Sixers, mais je veux dire la plus grosse satisfaction, c'est Gershon Yabusele. Moi, si j'aurais pas misé là-dessus, franchement, il y a quelques mois, quand il est arrivé, il était suivi par Paul George, etc. Et il y a un Tyrese Maxey aussi qui réalise une saison meilleure que l'année dernière sur le plan statistique, parce qu'avec l'absence de Joel Embiid, Paul George qui n'est pas au niveau auquel on l'attendait et qui du coup là a sa saison terminée, je crois. Je sais qu'il s'est blessé, mais je crois que sa saison est carrément terminée là. Je crois aussi. Et c'est triste de voir ça, franchement, pour une équipe. Moi, j'étais hyper hype de voir ce que ça allait donner, les trois ensemble. J'avais même fait une vidéo pour le roster dans laquelle j'expliquais que ça y est, Joel Embiid avait enfin une équipe dont il pourrait pas se plaindre, et je me suis bien pris les pieds dans le tapis. Et du coup, oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les Sixers, c'est vraiment très décevant, mais je pense quand même qu'avec l'effectif qu'ils ont, faudra voir comment ils gèrent le contrat de Joel Embiid, et il faudra voir s'il arrive un jour à devenir le joueur qu'il a été quand il a été notamment élu MVP. Mais je pense qu'ils arriveront quand même à retomber sur leurs pattes, parce qu'ils ont quand même un effectif qui, même avec les absences, leur permettent de viser plus haut que ce qu'ils font cette saison. Pour moi, c'est juste une saison sans. La saison prochaine, on verra peut-être les Sixers de nouveau se battre pour le play-in. Surtout, j'aimerais aussi rajouter le fait que de base, ils avaient aussi pour moi, la grande satisfaction en dehors de Gershon, c'était Jared McCain, mais qui s'est blessé dès le début de saison. Tu commences, t'as ton rookie qui est monstrueux, en fait, même exceptionnel pour un rookie. Même d'ailleurs, on parlait du fait que malgré leur saison un peu compliquée,
Jared McCain, à la base, il roulait tout droit vers le titre de rookie de l'année. Pas complètement, ouais. Maintenant, il se blesse. Bon, Gershon, lui, répond présent toute la saison. Tyrese, j'ai envie de dire, il a fait le leader comme il pouvait, mais sans être le réel leader, donc compliqué aussi pour lui d'adopter réellement ce rôle. C'est pas facile, hein, quand en cours d'année, en fait, tu te retrouves à être leader, mais en même temps, t'as un Embiid qui repop de temps en temps dans l'effectif, donc tu sais plus C'est réellement ça, ouais. qui est qui joue quel rôle. Donc en vrai, c'était quand même assez complexe. Maintenant, voilà, honnêtement, j'ai envie de dire, les Sixers, c'est un peu les, comment ça s'appelle? Bah, c'est les Suns de l'Est, en fait. Enfin, on va se dire ça comme ça. C'est deux équipes qui, normalement, ne devraient pas être aussi basses, mais se retrouvent aussi basses, et tu te demandes encore un petit peu comment. Voilà. Ah bah complètement oui, et puis même pour rajouter sur le cas Embiid, j'avais vu quelques fans des Sixers qui s'énervaient, qui étaient frustrés de la gestion de ce cas parce que c'est l'équipe a fait que annoncer des dates de retour en disant oui, il sera à 100% à cette date-là. Au final, c'est pas le cas et quand il revient, il se repète au bout de 2 matchs, Mm. que ce soit bah, en match ou à l'entraînement. Donc même la gestion, la communication des Sixers sur l'entièreté de cette saison et puis plus particulièrement sur le cas, elle est franchement pas top et elle laisse bah, beaucoup de frustration en plus aux fans qui avaient clairement pas besoin de ça. Bah, c'est ça, en fait. Exactement, je te rejoins là-dessus. Puis après, bon, on va peut-être arrêter d'être négatif, hein, et on va peut-être basculer sur des équipes un peu positives. Mais c'est vrai que si on peut parler aussi d'une autre déception, malgré que ça joue le play-in, pour moi, c'est une équipe qui a à l'Est et qui s'appelle Miami. Pour moi, Miami, si on doit enchaîner un peu rapidement, mais là, on restera pas trop longtemps dessus, sur une autre équipe du ventre mou, moi, très honnêtement, je me dis que Miami, ça pouvait aussi faire mieux. Alors, ça a suffisamment d'avance pour moi pour garder la dernière place qualificative, donc la 10e place pour le play-in. T'es quasiment à égalité avec Chicago, t'es à une victoire derrière Chicago qui est 9e. Mais quand tu vois l'état de forme des deux équipes, en plus, je vais te tendre la perche parce que je sais que tu souhaites parler de Chicago aussi. Pour moi, je pense que ça peut être un bon parallèle de parler de Miami et de Chicago, un petit peu l'équipe qui déçoit, l'équipe qu'on attendait à peu près à ce niveau-là, mais qui est un peu plus performante même que ce qu'on aurait pu se dire, tu vois. Après, pour le coup, sur Miami, je suis d'accord sur le fait que c'est une déception, mais je trouve que c'est aussi à nuancer parce qu'il y a quand même le cas de Jimmy Butler qui a bien Oui, foutu le bordel dans le vestiaire comme il sait le faire quand il a envie de partir d'une équipe. Hein. C'est pas la première fois qu'il fait le coup. Et on aura l'occasion, je pense, de reparler de Jimmy Butler plus tard, quand on passera bien à sûr. l'Ouest. Mais entre ça et le fait que Bam Adebayo est un peu en dessous des standards des dernières saisons, ça aide franchement pas le 8. Et quand on prend en compte tout ça, je sais pas si on peut vraiment espérer mieux de leur part, même si évidemment bah, c'est une déception, surtout quand un héros qui fait la meilleure saison de sa carrière, qui bah, a été sélectionné pour le All-Star Game. Il y a un Wiggins qui arrive et qui fit, je sais pas s'il fit très très bien, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui fait des plutôt bons matchs. Oui, Mais pour moi, c'est pas si choquant que ça de les voir batailler au play-in. Par contre, ce qui m'a surpris, comme tu le disais, c'est plus les Bulls qui ces derniers temps qui ont un jeune effectif, ça on le savait, mais qui ces derniers temps performent pas mal. Donc, bah, pour faire le parallèle un peu entre le Heat et eux, le Heat sur les 10 derniers matchs, c'est deux victoires pardon, pour 8 défaites. Et les Bulls, eux, c'est 8 victoires pour 2 défaites, donc c'est l'exact ça. inverse. Alors que les Bulls ont quand même un effectif, je pense, avec moins de qualité, bah, avec ces derniers temps, Kobe White qui est complètement en feu, qui a été élu joueur de la semaine de la conférence et c'est largement mérité, Oui, totalement. avec plusieurs matchs d'affilée à plus de 30 points, une grosse adresse à longue distance, un Josh Giddey qui va être plus responsabilisé qu'au Thunder, forcément, ça on s'y attendait, et Bien qui sûr. répond présent, il a frôlé le quadruple-double. Oui, Et puis aussi, bah, évidemment, la pierre angulaire, on va dire, à l'intérieur, le vétéran de l'équipe, Nikola Vucevic, qui a été courtisé par plusieurs franchises à la trade deadline, qui a décidé de rester
et qui va peut-être bien fait, il va permettre sûrement aux Bulls d'accrocher le play-in. Parce que d'ailleurs, pour un petit mot sur la conférence Est, le suspense n'est pas immense au niveau comptable, Non. puisque il y a le top 6 qui est dessiné. On aura peut-être l'occasion d'en revenir sur les franchises plus en détail plus tard. Oui. Et la course au play-in entre la 7e et la 10e place, elle est aussi assez dessinée. Enfin, ce sera des histoires de seeding maintenant entre toutes ces équipes. Mais je veux dire, il n'y a pas une équipe de la course au play-in qui va s'incruster dans la course au play-off. Et il n'y a pas d'équipe dans la course au play-in qui va perdre sa place en play-in, je pense, au vu du nombre de matchs qui restent et du bilan de chacune. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Entre guillemets, si on devait mettre, tu vois, le pourcentage de chances qu'il y ait ce genre d'histoire qui arrive, il y a plus de chances que ça arrive avec les Raptors, qui pourraient, entre guillemets, en fonction de la série du 8, venir titiller la 10e place, mais il y a quand même 5 matchs d'écart, donc moi je suis plutôt d'accord avec toi, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les formes du moment, quand tu vois que Miami est en 2-8, alors que les Raptors c'est du 5-5, tu te dis que si tu devais mettre une pièce sur ce genre de choses, bah je miserais peut-être plus sur cette possibilité, je mets bien des grandes guillemets, hein, parce que moi aussi je suis globalement d'accord avec toi. Pour moi, on a le top 6, puis entre guillemets, le top 4 du play-in, donc les 7e à la 10e place, qui sont pour moi fixés. Mais, je porterai peut-être une petite attention quand on voit un peu l'état de forme des Raptors qui sont censés tanker, mais qui au final ne savent même pas tanker. Ils savent pas gagner, ils savent pas tanker, qu'est-ce qu'ils nous font? Tu vois? Bah ouais, il y a de ça un peu. Mais pour en revenir à ce que tu disais, les Raptors, c'est l'équipe effectivement qui serait la plus proche de pouvoir faire ça. Mais bon, il leur reste. Je suis nul en maths, mais il leur reste. Ouais, là, 9 matchs, si je calcule bien. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils soient en positif, déjà qu'ils Ouais. gagnent ces 5 matchs, et que le Heat perde ses 10 derniers pour perdre cette place. Donc ça me paraît vraiment compliqué, même s'il il y a de grosses qualités dans l'effectif des Raptors qui devraient peut-être aussi pouvoir viser plus haut avec l'effectif qu'ils ont. Ils ont des très bons joueurs. Ils ont Scotty Barnes, qui est excellent, qui a fait des très gros matchs cette année. RJ Barrett, qui a montré aussi depuis qu'il est arrivé dans son Canada natal de très Oui. belles choses. Et Brandon Ingram, qui malheureusement a toujours pas joué le moindre match avec les Raptors. Et puis même, il a toujours pas joué le moindre match carrément en 2025. Oui. Donc l'année prochaine, avec un Brandon Ingram, s'il arrive à être en forme, les Raptors, ça pourra pour moi viser plus haut que cette année et cette pauvre 11e place qui devrait ne pas quitter. Non, mais je suis plutôt d'accord. Donc, je te propose qu'on passe à l'Ouest. À l'Ouest, notamment, je sais qu'il y a une équipe dont tu sais te parler. Tu l'as très bien teasé en parlant du cas de Jimmy Butler tout à l'heure. Je pense qu'on peut parler au cas de peut-être l'équipe qui pourrait être la plus grosse surprise à l'Ouest en fonction d'ensuite comment ça se déroulera en post-season. Donc, je te propose qu'on parle, comme tu l'as dit, des Warriors. Et bah oui, du coup, les Warriors, là, j'ai le classement sous les yeux. Ils sont à l'instant T 7e Oui, de la conférence Ouest, donc dans le play-in, si la saison s'arrêtait maintenant. Mais ils sont à égalité au nombre de victoires avec deux autres franchises, donc les Clippers qui sont en très grande forme avec 8 victoires sur les 10 derniers matchs, et Minnesota qui aussi est en bonne forme avec 7 victoires sur les 3 derniers matchs. Donc ça va être une course vraiment acharnée entre ces trois-là pour la 6e place. Il y a beaucoup plus de suspense d'une manière plus générale à l'Ouest qu'à l'Est, en tout cas pour les vraies places à enjeu. c'est ça. Du coup, pour plutôt centraliser sur les Warriors, effectivement, le début de saison n'était pas hyper clinquant, mais on s'y attendait, avec un Steph Curry toujours forcément qui vieillit, hein, plus le temps passe, plus il vieillit, c'est normal. Mais, euh, mais du coup, on a vu clairement dans ce début de saison que il était plus capable de porter à lui tout seul l'attaque des Warriors et l'équipe, le bilan comptable, ça s'est ressenti. Cette ce manque d'apport, on va dire, de Stephen Curry par rapport aux années précédentes. Bien Il y sûr. avait clairement une Curry dépendance. Et ils ont fait ce qu'il fallait à la trade deadline en allant chercher Jimmy Butler, qui joue parfaitement le rôle d'un ailier ultra polyvalent qui sait tout faire sur le parquet et qui, du coup, aide aussi à alléger un peu le poids
qui est sur les épaules de Stephen Curry sur le niveau offensif. Et je trouve que de manière générale, tout le monde au sein des Warriors, je pense à Moses Moody, Draymond Green, tout le monde a un peu repris les couleurs depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Et c'est vrai qu'ils se font une vraie place comme un vrai outsider dans cette conférence Ouest, même si les outsiders en conférence Ouest, clairement, c'est pas ce qui manque. Mais les Warriors en font carrément partie. Ouais, non, mais je suis globalement d'accord. Et moi, je trouve même qu'on peut parler de la première, tu sais, de la série de matchs. Je crois ils avaient fait 10 victoires, 2 défaites au moment où Jimmy arrive, genre juste après son arrivée, quand il commence ses premiers matchs. Donc en fait, ils ont commencé d'entrée de jeu. Alors je vous tiens juste au courant, Arthur Fils, mort physiquement, a fini par perdre le match en 2-7. Il a perdu donc 6-1 dans le deuxième set du coup. Donc malheureusement, il ne se qualifiera pas pour la suite du tournoi. C'est le Tchèque Mensik qui poursuivra sa route. Mais ouais, pour en revenir, comme tu l'as dit, aux Warriors, euh, comment dire? Pour moi, c'est une équipe qui est dangereuse parce que c'est une équipe qui, comme j'en avais déjà parlé, c'est l'équipe qui par excellence est capable de au premier tour sortir le Thunders ou les Nuggets ou les Grizzlies, enfin, tu vois, de sortir ce genre d'équipe. Et honnêtement, moi, je mettrais une petite pièce sur eux, sur la possibilité d'aller jouer une finale de conf en fonction de, tu sais, comment le bracket et donc la route en playoff peut se dérouler si jamais ils y vont. Je parlerai aussi d'une autre équipe qui pour moi va être un peu le poison, un peu comme les Warriors, c'est-à-dire les deux anciens. Je dirais les Lakers aussi, mais ça on y viendra peut-être un tout petit peu après. Pour te rejoindre, ouais, moi je pense que Jim Butler il a surtout réapporté ce côté dynamiteur qui leur manquait à cette équipe depuis notamment le départ de Jordan Poole, qui pour moi Jordan Poole était le dernier véritable dynamiteur de cette équipe. Donc pour moi ça se joue là-dessus, c'est pas le même poste, c'est pas le même rôle, hein, mais c'est ce côté dynamite qui manquait à cette équipe et qui aujourd'hui a été retrouvé, je trouve, enfin voilà le petit jeu de mots, hein, qui a été retrouvé, je trouve, mais honnêtement voilà, c'est vraiment l'équipe où moi je dis tu es à l'Ouest, tu as beau être l'équipe favorite, je me dis s'il y a bien une équipe par-dessus tout à ne pas sous-estimer, c'est les Warriors. Je salue Breman qui vient d'arriver, donc mon pote fan des Pacers. Donc non, honnêtement, ouais, moi je te rejoins là-dessus. Je vois aussi le nouvel apport qu'est capable d'avoir Draymond Green, qui moi me surprend de plus en plus. En plus, quand on voit sa relation avec Jimmy Butler en dehors du terrain, on se dit que cette équipe a même retrouvé un côté un peu plus fraternel, un peu ce côté qu'ils avaient perdu, qui justement faisait qu'ils performaient moins. Donc je sais pas du coup ce que tu en penses sur ce côté aussi hors terrain qui a l'air de s'être retrouvé. Écoute, oui, tu parlais de Jordan Poole, il y a vraiment une cassure avec Jordan Poole. Hein. On a vu la vidéo de quand il se fait agresser par Draymond Green. Et là, je trouve que ouais, on retrouve les Warriors. Ils ont pas le même effectif, hein, forcément, mais ils ont un peu la même vibe que les Warriors qui gagnaient des titres il y a de ça quelques années. On sent vraiment, on dirait, une bande de potes qui jouent. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Golden State, ça faisait bien quelques années. Oui. Mais je mettrais quand même un astérisque, malgré le retour en très bonne forme de Draymond Green, je mettrais quand même un astérisque sur la possibilité tu parlais par exemple d'une finale de conférence. Moi, je vois ça très compliqué parce que quand même, il y a un secteur dans lequel ils se font souvent dominer, ils sont en grosse difficulté, c'est le secteur intérieur, forcément. Oui. Vraiment qui est titulaire, mais dans les 5 de l'équipe, il y a Kevin Looney, il y a Trace Jackson Davis, qui sont franchement pas des géants. Les deux font moins de... Il n'y a aucun 7-footer dans l'équipe, à part Quentin Post. Mais bon, Quentin Post, c'est un rookie qui a pas eu un énorme contrat parce qu'il n'était pas hyper attendu. Bon, quand il a joué, il a pas été mauvais, mais à mon avis, en playoff, il va bien se faire malaxer, un peu comme tous ses coéquipiers. Et puis, justement, dans les autres équipes, peu importe qui il rencontre, il y a du gros intérieur qui va pouvoir leur faire très mal. À part chez les Lakers, c'est justement le seul point qui manque et qu'ils ont essayé de combler à la trade deadline sans y parvenir avec le transfert avorté de Mark Williams. Oui. Du coup, là, si on fait un peu l'inventaire des équipes qui peuvent rencontrer, les Clippers, il y a Zubac qui leur ferait très mal.
Jaren Jackson Jr. À Memphis qui fait une très grosse saison. Du coup, bah, leur ferait aussi un des dégâts dans ce secteur de jeu. Il y a les Nuggets. Je sais pas si tu connais Nikola Jokic, mais Un bon petit je pense joueur, je qu'ils crois. ont ça. Il est pas dégueu, ouais. Il s'en sort bien. Et je pense que bah, dans la raquette des Warriors, il se baladerait pas mal sur une série. Bien sûr. À Houston, il y a un autre Européen, Alperen Sengun, Ouais, qui fait lui aussi une très bonne saison. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler des Rockets. Et à OKC, bah, c'est un peu la peste ou le choléra. Il y a Isaiah Hartenstein qui fait une saison de sa carrière sur le plan individuel et qui connaît bah, du coup la meilleure saison de sa carrière aussi sur le plan collectif. c'est ça. Bah, Chet Holmgren, qui, quand il est en forme physiquement et pas blessé, bah, un des meilleurs défenseurs de toute la ligue. Donc, moi, c'est le seul petit point où je vois les Warriors être en difficulté. Bien sûr. Non, mais là-dessus, j'entends totalement. Mais encore une fois, c'est pour ça que je précisais en fonction de qui tu tires, face à qui tu te retrouves. Parce que si le premier tour, tu crées un peu l'upset et tu crées la surprise en sortant une des trois équipes de devant, donc c'est-à-dire soit Houston, soit OKC, soit Denver, tu t'es pas à l'abri à la suite, tu puisses tomber contre des Lakers, par exemple, qui peuvent avoir gagné leur premier tour aussi. Et là, face aux Lakers, tu te retrouves dans une rencontre qui est totalement ouverte, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. À voir aussi, bah, du coup, comme on l'a dit, qui va réussir à sortir qui, quelles vont être les potentielles surprises qu'on va avoir. Je salue, du coup, l'ancien, comme je l'appelle, Cédric de Greenlands qui vient d'arriver là dans le chat, qui vient de passer. Voilà. Mais du coup, oui, non, c'est pour ça. Donc, honnêtement, comme tu l'as dit, à l'Ouest, en fait, de toute façon, on en a déjà maintes et maintes fois parlé, mais les playoffs, ça va être la jungle. Ça va vraiment être la loi du plus fort, et c'est le plus fort qui en sortira. Par contre, ce qui me fait peur pour l'équipe qui sortira, c'est un peu ce qu'avaient vécu à l'époque, je repense à 2022, les Celtics, où tu sors pareil de la jungle de l'Est. Bah, tu dis comme tous les ans, mais c'était pas vraiment le cas, je trouve, en 2022. Parce que les Warriors, eux, avaient eu, alors, ils se l'étaient facilité aussi, ce parcours, hein. Faut pas l'oublier non plus, mais avaient eu un parcours un peu plus, je vais mettre des guillemets, tranquille, où derrière, par contre, t'avais eu des Celtics qui s'étaient retrouvés dans la jungle, notamment contre les Bucks et contre le Heat, où, entre guillemets, et souvent, quand une équipe se retrouve dans la jungle d'un côté, bah, l'équipe qui arrive de l'autre côté, elle, tu sais pas pourquoi, mais c'est pas la jungle, donc elle arrive, elle est plus fraîche, et du coup, c'est la mort. Je repense aux Nuggets, même en 2023, qui arrive beaucoup plus frais contre un hit qui est cramé aussi, parce que notamment il menait 3-0 contre les Celtics, mais ils se font remonter à 3-3, ils remportent le dernier match, mais du coup série en 7. Enfin, en vrai, sur les dernières années, je trouve que ça a plus été, je vais mettre des guillemets, la jungle, à part 2024, mais ça avait plus été la jungle à l'Est en 2022-2023 qu'à l'Ouest. Mais ils pouvaient pas anticiper le choc des Suns. C'est pas faux. Là, je lis aussi, ça dit celui de l'Ouest qui arrivera en finale, bah c'est tu vois ce que je disais, il va arriver cramé. Et je vois aussi, là en plus, les Celtics potentiellement peuvent finir en deuxième tour contre les Knicks ou Pacers ou Pistons. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc honnêtement, t'es les Celtics ou t'es les Cavs, entre guillemets, si l'une d'eux, parce qu'on en reparlera. Mais bon, j'ai du mal malgré tout à voir les Cavs. Ou même les Bucks, hein. T'es une de ces équipes, tu te dis que au deuxième tour, tu peux taper Knicks, Pacers ou Pistons. Ah, tu te dis que franchement, tu connais ton niveau, tu sais ce que tu vaux. Normalement, t'es censé passer et jouer. Je vois, est-ce que vous croyez que les Knicks peuvent faire une surprise contre Boston ou Cleveland? Enfin, on va y revenir un peu plus tard. T'inquiète, on y arrive. Je pense que une quinzaine de minutes, on repassera sur l'Est. Donc garde un petit peu. Faut vous y faire les gars back to back. Bah bien sûr. Moi je le dis, hein, pour moi les Celtics feront le back to back, mais ça pareil, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, moi j'aimerais juste savoir si tu vois pas une ou deux autres équipes en plus des Warriors qui peuvent, entre guillemets, comme on l'a dit, venir jouer les troubles fêtes. Moi je t'ai parlé des Lakers. J'aimerais avoir un petit peu ton avis sur peut-être une ou deux autres franchises à l'Ouest capables de jouer les troubles fêtes dans cette jungle, comme vont peut-être le faire les Warriors. Mais écoute, là-dessus, je vais pas être original. Je vais parler de deux équipes que j'ai mentionnées déjà tout à l'heure, qui sont à la bataille avec les Warriors justement. Minnesota, qui bah, sur un match et sur une série, et je pense qu'il y a personne qui veut les jouer. Hein. Ils ont de très grosses individualités. Ils sont assez complémentaires, même si ça a été compliqué
l'intégration de Julius Randle dans cet effectif. Je veux dire, quand Anthony Edwards prend feu, que Rudy est là en défense et qui cadenasse ça bien, bah, en sortie de banc, il y a Nasrid qui fait ce qu'il sait faire et qui montre que franchement, Nasrid, c'est peut-être le meilleur joueur de toute la ligue qui sort du banc. Alors, je pense qu'il ne sera pas 6e homme de l'année, mais en termes de talent, de capacité, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il montre, que ce soit en attaque, je pense il peut shooter, il peut driver, pour un intérieur, je le trouve hyper rapide, hyper mobile, pour un gars de sa taille. Il a des bonnes mains, il a un bon toucher. Cette équipe, elle peut faire mal partout. Il y a des gros défenseurs comme Jaden McDaniels, des gros défenseurs extérieurs qui peuvent museler les gros attaquants extérieurs adverses. Et aussi, en parallèle, il y a les Clippers qui, comme je le disais tout à l'heure, sont en grande forme avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites sur les derniers matchs. Un Kawhi de retour, et bien de retour, qui est en plutôt bonne forme. Alors, on ne sait pas s'il va réussir à tenir ça jusqu'à la fin de la saison. Là, si je dis pas de conneries, il a pas rechuté encore. Ouais, voilà, il est en bonne santé pour l'instant, donc il vient d'enchaîner très bien. On va toucher il vient d'enchaîner, je crois, 6 gros matchs. C'est assez costaud. Je vois en même temps dans le chat, il y a du coup Cédric qui nous a dit que lui il voyait Houston un peu en trouble fête, mais on n'en parle pas parce qu'ils sont devant là pour l'instant. Je vois ensuite, moi franchement cette année vibe bizarre avec le banc, mais bien avec donc ça c'est plus pour les Pacers, on y viendra juste après. Tyrese, Pascal, Miles, Aaron et bien sûr Benedict plus Andrew Nembhard. Et je vois ensuite Seth qui dit que lui il croit pas trop au Louveteau, ce que je peux comprendre parce que même si là ils sont en bonne forme, on l'a vu, l'irrégularité cette année c'est un peu la définition de Minnesota. Ensuite, il dit Kawhi, on ne saura jamais, mais s'il est là, oui, attention aux Clippers. Et je suis d'accord, surtout que, alors, avant de reparler vite fait de Minnesota, je veux revenir. Il y a un duo là qui est en train de se dessiner, Kawhi, James Harden sur les derniers matchs. Moi, je dis attention parce que la gonfle, elle se partage qu'entre 2 joueurs. Ils ont un Zubac hyper costaud à l'intérieur. Honnêtement, je te rejoins. Je pense qu'en plus de moi, donc moi, je dirais plus Lakers, Warriors. En plus d'eux, je rajouterais comme toi les Clippers. Les Wolves, comme tu l'as dit, ils ont peut-être le meilleur intérieur, parce que meilleur joueur, je ne sais pas, mais en tout cas le meilleur intérieur qui sort du banc. Ça, pour moi, c'est quasiment clair. Même si je pourrais dire Luke Cornette, mais dans ce cas-là, on me dirait que je suis pas objectif. Mais bien évidemment, je rigole. Mais du coup, oui, non, c'est vrai que là-dessus, moi, je rejoins un peu plus Ced. Les Vols, faut juste voir si Anthony Edwards y passe en mode playoff. Parce que s'il passe en mode playoff, il peut t'emmener l'équipe avec lui. Maintenant, tu me demandes d'être entre guillemets plus réaliste. Je suis d'accord avec toi, je mets les Clippers parce que le duo Kawhi-James Harden en ce moment. Et en plus de ce duo, on a quand même un joueur qui réalise du coup la meilleure saison de sa carrière lui aussi, Norman Powell, qui était carrément dans les discussions pour participer au All-Star Game, qui finalement ne l'a pas fait. Non. Je crois qu'il l'a pas fait, si je me souviens bien. Non, parce que il y avait justement eu la polémique avec LeBron qui avait dit que le dernier jour qu'il pouvait pas jouer pour garder son statut de All-Star, et du coup ça avait peut-être coûté la place à Norman Powell. Oui. Mais c'est vrai que depuis le retour de Kawhi, il se cache un peu plus. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme de dire qu'il se cache, mais en tout cas on le voit moins. Il est moins impliqué en tout cas dans le scoring de l'équipe. C'est, comme tu le disais, très partagé entre Kawhi et Harden, qui se partagent la quasi-totalité des ballons. C'est ça. Le dernier gros match au scoring de Norman Powell, il date d'il y a pile 2 semaines, tout pile, le 13 février, avec 40 points face au Jazz. Mais en tout cas, lui, je pense qu'en playoff, il fera beaucoup de bien si jamais justement ça devient compliqué physiquement pour les deux joueurs. Ils pourront déléguer un peu le jeu offensif comme Harden l'a fait en début de saison quand Kawhi n'était pas là, à Norman Powell. Et du coup, encore un nouvel élément, du coup, plutôt sur le plan offensif pour les Clippers qui vont être chiants à jouer, peu importe qui ils rencontrent. Non, moi je te rejoins. Je pense qu'on va pouvoir finir un peu sur l'Ouest entre guillemets là-dessus. On fera plus juste avant de passer à tout ce qu'on a dit, donc avant de passer au débrief même du tirage de l'Eurobasket et tout. On reviendra rapidement un peu sur les favoris qu'on dégage des conférences. Là, on reste vraiment sur les formes actuelles. Donc je pense que pour finir sur l'Ouest, je dirais que Norman, c'est surtout que c'est pas qu'il se cache, c'est qu'il a laissé Kawhi reprendre son rôle,
que lui, il se Ouais, remet c'est dans un c'est plus ça. rôle qui connaît plus un peu d'homme justement de backup de ces deux joueurs dont on a parlé. Et voilà, c'est ce qui est dit. Norman, il peut te faire basculer une série car tout le monde sera concentré sur Kawhi et Harden. Voilà, je pense que vraiment c'est en playoff qu'on verra ce qu'il doit faire et s'il le fait correctement. Un peu comme les Celtics ont eu la chance d'avoir que ce soit Drew, Kristaps, Derrick White l'année dernière où tu te Ouais. focalises sur le duo Jason-Jalen, mais t'es pas à l'abri que sur un match, tu te bouffes la foudre de Derrick White, de Drew, de Porzingis. Bah voilà, attention à l'équipe qui affrontera les Clippers à ne pas se manger la foudre Norman Powell en cas d'avoir les œillères sur les deux joueurs dont on parle. Et ben, je te propose qu'on passe sur l'Est un petit peu, parce que là, on a surtout des gens Mhm. dans le chat qui sont plutôt fans d'équipes à l'Est actuellement. On va basculer du coup sur, pour moi, cette fameuse discussion pour la 4e place, parce que je trouve que même si c'était un peu compliqué ces derniers temps, je pense que les Knicks vont sécuriser cette 3e place. Je pense même s'ils n'ont que 3 victoires d'avance. Par contre, il n'y a que 2 matchs d'écart entre le 4e et le 6e, puisqu'on a actuellement Indiana qui est en 42-30, on a les Pistons en 41-32 et les Bucks en 40-32. Moi, je vais revenir sur mes propos où j'avais dit que je voyais les Bucks rester 4e. Eh ben, pardonnez-moi, mais je me suis trompé. Actuellement, ils se sont fait dépasser par les Pacers et les Pistons. J'aimerais bien avoir ton avis sur cette lutte et comment tu l'imagines là sur cette fin de saison. Notamment, on note aussi, je crois que on a la blessure de Damian Lillard. Si je me trompe pas, je crois que Lillard s'est blessé. J'ai plus la durée, donc je te laisserai le dire si tu la connais. Voilà, je vois Seth qui dit pas de bataille à l'Est, Boston va dévoiler son vrai niveau. Ça, bien sûr, moi je pense et je l'espère en tout cas qu'en playoff ce sera le cas. Maintenant là, c'est plus pour la bataille pour la 4e place, voir au classement qui va réussir à se classer 4e et à éviter. Et ben écoute là-dessus pour rebondir directement sur les Bucks, ce que tu disais, c'est ouais, c'est ce que je lis dans le chat là. Il a un caillot sanguin à l'épaule, donc à mon avis, je me rappelle plus aussi, je l'avais lu la durée de la blessure, mais un caillot sanguin c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Je vais C'est vérifier. en gros ce que Wemby a, c'est en gros ce que Wemby a aussi, donc ça m'étonnerait pas qu'on le revoie pas au moins jusqu'à la fin de la saison régulière, qui va être assez sportive pour les Bucks. Hein. Justement, ils jouent les Knicks Oui, dans la nuit du 28 au 29. Donc, c'est ça. si je dis pas de bêtises, c'est dans la nuit de demain. Ils jouent aussi Minnesota qui va jouer durement sa peau pour garder sa place, comme on disait, en play-in sur cette fin de saison. Et ils jouent, pour terminer la saison, un back-to-back face aux Pistons qui sont déjà les playoffs, puisque c'est deux équipes qui sont, comme tu le disais, au coude à coude, et la perte de Damien Lillard, elle va faire beaucoup de mal, parce que un peu dans le même registre que ce qu'on disait sur Stephen Curry plus tôt, là, Giannis, il a plus personne pour reprendre le flambeau en attaque, il va falloir qu'il C'est porte à ça. lui tout seul quasiment l'attaque de l'équipe, en sachant qu'il est lui aussi pas en très bonne forme. Je crois même qu'il est blessé en ce moment, parce que il a été forfait cette nuit face aux Nuggets. J'ai pas pu Je voir le crois qu'il se match, fait un mais peu je crois qu'il n'a pas joué. il se fait un peu load manager, je crois, justement, pour éviter une potentielle Ouais, c'est ça. rechute ou quelque chose de plus grave. Donc moi, je sens bien, en fait, l'équipe... alors, dans mes souvenirs, ils ont suffisamment d'avance. Donc je lis, ouais, j'ai revu comme Ced. Ced avait bien donné l'info. On ne connaît pas la durée pour Damien Lillard. Je vois ensuite que, du coup, ça dit s'il force trop, ça peut être très, très dangereux pour eux. Donc là, c'est le fameux supporter des Pacers qui nous dit que ça peut être dangereux pour les Bucks. Bon, je vois qu'ils ont suffisamment d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont au moins 5 victoires d'avance sur les Hawks qui sont 7e. Est-ce que du coup, ils vont pas plutôt se dire, bon bah, tant pis, on finit la saison plus en essayant de garder les gars, on fait attention, on essaye de faire en sorte peut-être avoir un espoir que Dame revienne pour la série du premier tour. Au premier tour, si ça continue comme ça, tu joues les Knicks pour l'instant. Et après, bah, bon, malheureusement, si tout se passe comme c'est censé être, t'as un risque, même si tu sortes les Knicks, tu joues Boston. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que vraiment les Bucks vont peut-être laisser, du coup, finalement, les Pacers et les Pistons partir un peu devant eux. Et donc, tant pis quitte à rester 6e. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il va falloir surveiller après en post-season. C'est que si jamais les Bucks sortent au premier tour, moi, je suis plutôt d'accord avec Ced, on est loin d'être à l'abri du fait que Giannis demande un trade.
Ah bah, complètement, oui, je suis d'accord, mais par contre, je suis d'accord sur le fait que Giannis puisse demander un trade en cas de défaite au premier tour. Hein. Ça fait plusieurs années que, enfin, c'est pas la première fois, on va dire, qu'on a eu des rumeurs là-dessus. Et là, je pense que ce serait peut-être la goutte de trop. C'est la deuxième saison de Lillard, potentiellement, et la deuxième élimination d'affilée au Mm. premier tour. Mais je pense quand même qu'ils vont essayer de se battre pour de tout faire pour accrocher la quatrième ou la cinquième place, parce que je pense que dans leur imagination, on va dire, dans l'imaginaire collectif un peu des franchises NBA, ils préfèrent jouer Cleveland que Boston. Bien sûr. Après, je suis pas insider, hein, donc j'en sais rien, mais moi, c'est ce que je penserais en tout cas à leur place. Je préférerais jouer Cleveland que Boston sur une série. Et donc, du coup, d'accrocher au moins la cinquième place, ça leur permettrait d'assurer de ne pas avoir à jouer Boston au deuxième tour. Puisque Boston, je pense pas qu'ils iront shipper la première place à Cleveland, ça Non. m'étonnerait. Et leur deuxième place est quasiment déjà assurée. Donc je vois quand même bien les Bucks tout tenter pour accrocher, c'est devant les Pistons ou les Pacers en fonction. Et j'aimerais aussi beaucoup avoir une série entre Milwaukee et Indiana. On sait qu'il y a pas mal de storytelling entre ces deux C'est équipes. clair. L'année dernière, il y a eu déjà la série de playoffs et puis les petites bisbilles, on va dire, pendant les matchs de saison régulière. Et donc, oui, j'ai très hâte de voir comment ça va se terminer. Mais je m'inquiète beaucoup pour les Bucks, entre l'absence de Damian Lillard, un Giannis convalescent, un Brook Lopez qui a 36 ans et qui fait carrément son âge et qui prend plus autant de rebonds que les années précédentes, déjà que c'était pas son gros point fort. Et un Kyle Kuzma aussi qui est arrivé à la place de Chris Middleton et qui a pas forcément une immense valeur ajoutée, si ce n'est que lui, il est forcément plus disponible que Chris Middleton qui a quasiment pas joué cette saison avec les Bucks, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas j'ai pas vraiment le souvenir de moments marquants de Chris Middleton aux Bucks cette saison. Oui. Mais du coup, oui, les Bucks sont dans une position assez inconfortable et si c'est effectivement un caillot sanguin ou une thrombose veineuse, c'est ce que j'avais lu plutôt, c'est la même histoire que Wemby. Et du coup, je vois pas comment Damien Lillard pourrait revenir cette saison. Non, mais c'est vrai, je te rejoins. J'ai même envie de dire, bon là je lis dans le chat, imaginez Giannis au Thunder qui a des pics à donner. J'ai pas envie d'imaginer, hein. En fait, ça me terrifie et à la fois je me dis, est-ce que ça fonctionnerait vraiment? Mais cette idée malgré tout me terrifie. Donc voilà. Et ensuite je vois du coup, voilà, je vois Bowman qui dit, les Pistons, les Bucks, ils me gênent pas en tant que fan des Pacers, ce qui peut se comprendre. C'est vrai que je vais te rejoindre sur une chose. Moi, par rapport au premier tour, pour le fait d'aimer le sang, je veux deux séries. Je veux un Knicks Pistons et je veux un Pacers Bucks. Si on veut du sang dès le premier tour, c'est ce qu'il faut. Entre guillemets. Je mets des guillemets. Parce que je me dis qu'en parallèle, alors si je regarde un peu les classements et moi ce que j'imagine, je vois bien du coup Atlanta finir 7 et donc pareil, une potentielle, je vais mettre des guillemets, hein, mais une potentielle série avec du sang contre Boston. Parce qu'on sait aussi un peu comment ça peut se titiller entre Boston et Atlanta, même si je vois quand même cette saison Boston bien dessus. Et ça ferait Cleveland contre Orlando, remake de la saison dernière. On note aussi qu'Orlando, c'est en 6-4 sur les derniers matchs. T'as les joueurs, globalement, qui commencent tous à peut-être, je crois bien, revenir de blessure un par un. Ouais, ils reviennent tous, Honnêtement, ouais. si ça se passe comme je l'annonce, tu peux avoir 4 séries. C'est 4 séries qui peuvent être sanglantes. Très honnêtement. Alors, juste au niveau des retours, je crois que, oui, du coup, c'est ce que j'allais vérifier, les deux leaders du vestiaire, Paolo Banchero et Franz Wagner, sont revenus de blessure. Il y a toujours Wendell Carter, Kentavious Caldwell-Pope au Magic, qui peuvent potentiellement, sur une série, faire mal à n'importe quelle Oui. équipe. Je sais pas ce que veut dire le signe à côté, je regarde sur l'appli Oops, je sais pas ce que veut dire le signe à côté de Jalen Suggs et Mo Wagner, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air disponible pour le moment. J'avoue que c'est une franchise que je suivais beaucoup en début de saison et dont je me suis progressivement désintéressé du fait que leur forme, ils ont pas gardé la forme qu'ils avaient en début de saison et ils se retrouvent aujourd'hui course plutôt au play-in alors qu'à la base ils étaient sur le podium.
Et ensuite, top 4, bah, ils sont progressivement descendus. Mais en tout cas, ce serait, comme tu dis, une série qui donnerait bien du sang euh, pour nous, amateurs de ça, hein, carrément. Moi, c'est pour ce genre de confrontation qu'on regarde les playoffs. C'est pour des confrontations qui sont à haute intensité et où il y a énormément de tension et où c'est à deux doigts de se taper dessus. On ne fait pas la promotion de la violence, mais c'est quand même Bien quelque sûr. chose qui est spectaculaire et qu'on aime voir. Ben, en fait, pour te rejoindre d'ailleurs, juste pour revenir, donc déjà je lis Orlando au complet peut taper les Cavs, et ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que vraiment on a des potentielles séries. Moi pour moi, hormis peu importe qui joue Boston, donc hormis Boston qui m'a l'air, à part peut-être face à des Cavs, etc., mais ça ne se passera pas au premier tour. Moi, hormis le premier tour contre Boston, je pense qu'on peut globalement avoir des séries qui seraient dans l'ensemble entre guillemets équilibrées. Alors attention parce que je trouve quand même que les Cavs ont passé un step cette année, donc malgré tout je les vois quand même favoris face au Magic. Mais comme on l'a dit, le Magic peut être une équipe poison pour ces Cavs. Parce que on sait qu'ils sont capables. L'année dernière, ils les ont poussés en 7, alors que le Magic, ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas allés en playoff. J'ai vérifié, Suggs et Mo Wagner, c'est fin de saison, malheureusement. Donc eux Ok. ne reviendront pas. Par contre, c'est Anthony. Attention à son retour, qui pourrait faire du bien à cette équipe. Maintenant, je pense que c'est une équipe qui poussera peut-être les Cavs en 6, si jamais c'est eux qui affrontent les Cavs. Mais avec le fait que Suggs et Mo Wagner soient absents, je me dis que j'ai peut-être malgré tout du mal à les voir sortir ces Cavs qui sont, même si là en ce moment il y a eu des séries de défaites, qui sont quand même l'équipe un peu entre guillemets, l'équipe à abattre actuellement. Voilà, je dis Cédric qui nous rejoint, il dit sans Suggs c'est plus dur. Donc à voir. Mais bah moi si je devais donner des favoris, honnêtement, il y a Boston qui me paraît au-dessus de la conférence quand on est dans des matchs à enjeu, je précise. J'ai du mal à avoir une Hmm. équipe à l'Est, en tout cas, peut-être à l'Ouest, mais à l'Est, j'ai du mal à avoir une équipe les sortir et les battre en 7 matchs. Même Cleveland, hein, parce que même si cette saison ça a fait 2-2 au total, malgré tout, je vois Boston au-dessus. Ensuite, bah après je mettrais Cleveland et bah malheureusement pas les Bucks. Je pense que je mettrais Cleveland tout seul en dessous parce que les Bucks, on l'a dit, maintenant c'est plus indécis. On sait pas ce que va donner cette série. Et après, bah en fait, j'attends juste du sang entre les autres franchises. Hein. Je n'aurai pas d'autres favoris hormis vraiment Boston qui se détache et les Cavs légèrement en dessous. À l'est, pour moi, à part vraiment énorme surprise, on est censé avoir une finale de conf qui se jouera à Cleveland et à Boston. Bah écoute, oui, alors là, je te rejoins complètement. Même si je vois quand même les Cavs comme une vraie menace. Je vois évidemment Boston comme en favori, hein, mais je pense quand même que les Cavs ont les moyens de sortir Boston Mhm. si les planètes s'alignent, pardon. Parce que cette année, on les voit vraiment 100 fois plus forts que l'année dernière. Personne ne voyait Cleveland faire une telle saison. Euh, et on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est en grande partie grâce au coach Kenny Atkinson Oui, qui fait une énorme. très belle arrivée du coup dans sa nouvelle équipe. Et, euh, et oui, je pense que surtout sur cette fin de saison, on voit pas forcément des Cavs en baisse de régime, mais on voit peut-être des Cavs en gestion qui ont très bien démarré, qui font une saison historique, qui maintenant se concentrent de plus en plus au fur et à mesure que la saison avance sur les playoffs, de pas arriver cramés. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a vraiment deux franchises qui sont favorites. Je vois pas d'autres. Il y a des outsiders évidemment, hein, mais je les vois pas aussi forts que les outsiders qu'on peut retrouver à l'Ouest par C'est rapport ça. aux deux favoris. Parce qu'il y a les Knicks qui ont évidemment un énorme effectif, mais on parlait là de Cleveland qui essaye de pas se cramer en vue de la fin de saison et de la post-season. Les Knicks, c'est un peu l'inverse, hein, forcément, comme Thibodeau au coaching. On envoie les mecs qui jouent un nombre de minutes assez énorme, et ça fait que aujourd'hui, il y a Jalen Brunson qui est blessé, Oui, il y a Miles McBride qui a des petits soucis, tout comme Cameron Payne, donc c'est quand c'est même ça. des gars qui sont dans la rotation, qui seraient dans la rotation en cas de playoff, je pense, et qui, du coup, le management, on va dire, de Tom Thibodeau, pour moi, pénalise les Knicks, comme on l'avait vu la saison dernière où ils étaient tous complètement cramés face à Indiana.
et Tom Thibodeau n'apprend pas de ses erreurs, et c'est ça qui fait, selon moi, que les Knicks ne sont pas en mesure d'inquiéter, que ce soit les Cavs ou les Seas dans l'éventualité d'une série playoff opposant ces deux équipes. Non, mais du coup, je pense que voilà, banc trop faible à New York, c'est ce qu'on soulignait. Je pense qu'on est globalement d'accord là-dessus. On va pouvoir passer à l'Ouest, donc voilà. Après, on attend des surprises, on espère des surprises. Moi, j'aimerais bien voir ce que peuvent donner ces Pistons et ces Pacers. Pacers qui sont, moi, comme je l'ai lu dans le chat, qui se sont quand même, je trouve, un peu améliorés, notamment avec un Siakam qui a vraiment trouvé son rôle. Je trouve que défensivement, ça s'est amélioré, voilà, côté Pacers. Donc, j'attends de voir ce que ça peut donner. Quelle surprise ça peut être, surtout si ça se retrouve plus du côté des Cavs. Attention les Cavs à pas se faire surprendre justement par potentiellement des Pistons si jamais tu avais des Pistons de ton côté ou même des Pacers hein, qui peuvent être qui sont en fait finalement qui souvent sont les franchises capables de faire chier les autres favoris en dehors de Boston. On l'a vu souvent, c'est des équipes où Boston va avoir plus de mal contre les gros calibres de leur conf, mais de l'autre côté, en parallèle, j'ai envie de dire, à l'inverse, les autres favoris qu'on a l'habitude de voir comme Miami, comme du coup Cleveland, etc., vont souvent, eux, avoir tendance à perdre contre d'autres. Je pense par exemple aux Pacers qui sont allés en finale l'année dernière, en finale de conf. Donc attention, à voir ce que ça peut donner. Mais oui, on part dans l'optique si tout s'aligne correctement sur une finale de conf qui devrait se jouer entre Boston et Cleveland. Alors qu'à l'Ouest, pour moi, hormis le Thunder, qui est vraiment grand favori de l'Ouest, j'ai du mal à me dire, en fonction, après il faudra avoir le bracket, mais qui ira les jouer en finale de conf. On n'est pas à l'abri d'une surprise. On l'a vu, malheureusement, le Thunder a l'habitude de se faire surprendre en demi-finale de conf. Mais j'ai envie de dire que si Dallas n'est pas en playoff, ils n'auront pas leur diable PG Washington contre eux. Donc normalement, tout devrait se dérouler correctement pour le Thunder. J'aimerais un petit peu ton avis. Et du coup, d'après toi, quelles sont les équipes qui pourraient aller les chercher? Bah écoute, je suis complètement d'accord sur le fait que il y a un clair favori qui pour moi n'est pas le favori pour le titre, hein, comme on l'a dit. Pour moi, ça reste Boston malgré tout, mais le favori de la conférence Ouest là, il est clair. Ils ont mathématiquement sécurisé leur première place, je crois, Oui. carrément. Ouais, c'est ça. Ce que je vois, ouais, mathématiquement c'est fait. Donc c'est pas rien à 10 matchs de la fin de sécuriser non seulement une place en playoff, mais surtout une première place de conférence, surtout dans une conférence aussi dense que la conférence Ouest, comme on a pu le répéter maintes et maintes fois. Mais maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, qui je vois capable de les titiller, Denver, qui avec un Jokic franchement exceptionnel, qui réalise une saison all-time, même la meilleure de toute sa carrière, on aura l'occasion d'en reparler. Vous aurez l'occasion d'en reparler dimanche, je pense, plus en longueur de Nikola Jokic, donc je ne vais pas m'attarder sur sa saison, histoire de ne pas vous spoil là-dessus. Et du coup, je vois Denver capable d'aller chercher avec Westbrook qui réalise une saison en sortie de banc et qui du coup va retrouver la franchise où tout a démarré, où il a remporté son titre de MVP et qui va, je pense, être désireux d'aller s'imposer là-bas. Donc là, à l'instant T, s'ils se rencontrent, ce serait en finale de conférence, oui. Et donc, ce serait pour moi, c'est le match-up que je vois en finale de conférence parce que l'équipe qui est devant Denver pour l'instant, c'est Houston. Houston, ils ont été bluffants, franchement, en début de saison. Très, très bluffants. Ils ont été en très grande forme. Et ils ont été d'autant plus surprenants qu'ils ont eu une vraiment mauvaise passe où moi je pensais que ça allait leur mettre un gros coup. Là, je pense c'était à peu près de fin janvier à début mars. Ils ont eu vraiment une mauvaise passe où ils n'arrivaient plus à être constants dans la victoire. Et là, ils se sont repris. Ils ont avec le Thunder la meilleure série de toute la ligue en cours, avec 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc je les attendais pas à ce niveau-là, mais je pense que ça va être pour eux une première expérience en play-off. Et un peu de la même manière qu'on a vu le Thunder l'année dernière, je pense qu'ils vont finir par se casser les dents face à une équipe plus expérimentée en demi de conf, ou voire même au premier tour. Parce que là, si ça en reste ainsi, ils joueraient au premier tour soit Golden State, soit Minnesota.
Et franchement, je sais pas si sur une série en 7 matchs, je les vois favoris face à une de ces deux équipes. Non, bah, je te rejoins. Alors moi, du coup, comme je l'ai dit, on en a parlé. De ce côté-là, je mettrais bah, du coup l'attention sur potentiellement les Warriors ou les Clippers, hein, qui pourraient, en fonction du premier tour. Parce que là, pareil, si on le dit, les Nuggets, tu les vois toi en finale de conf, mais attention parce que les Nuggets au premier tour, ça jouerait les Clippers. Donc c'est pas non plus un premier tour qui est assuré pour Denver, qui, bon, d'après moi, devrait être. Mais tu vois, si je devais pour une fois sortir des sentiers battus et tenter un petit truc, je tenterais bien une finale de conf OKC Clippers ou OKC Warriors. OKC Clippers, pourquoi aussi? D'un côté, l'histoire serait belle, parce qu'on aurait aussi quelqu'un qui jouerait son ancienne franchise. On aurait James Harden qui jouerait. J'ai les playoffs, c'est pas le même jeu, pas le même arbitrage, pas le même engagement physique. Et oui, jusque-là, le Thunder est une magnifique équipe de saison, mais en manque d'expérience en playoffs. C'est pour ça que moi, je pense que cette année, c'est peut-être l'année où ils peuvent passer un cap, le Thunder. Mais attention. Et ouais, moi, je sais pas. J'ai envie, tu sais quoi, allez. Pour la beauté, l'année dernière, c'est ce que j'avais pronostiqué en finale NBA, mais j'avais pas prévu la blessure de Kawhi. J'avais dit que Boston Clippers l'année dernière, parce que je voyais les Clippers sortir Dallas. Malheureusement, ça a été l'inverse. Dallas a sorti les Clippers, donc Dallas était allé en finale. J'ai envie de dire, allez, on va tenter, mais on verra au moment venu, hein, on fera vraiment, je pense, on essaiera de faire une petite émission où on reviendra dessus avec nos pronos. Mais allez, si on devait tenter et être un petit peu audacieux dès maintenant, je vais miser sur une petite finale OKC Clippers. Parce que on sait que les Clippers, ça peut être très physique. Ok. On sait que ça peut être très très physique. Et en playoff, c'est un jeu qui le permet aussi, je trouve. Donc, à voir, bien évidemment, si les corps tiennent. Parce que la grande inquiétude côté Clippers, comme d'habitude, ça va être les corps. Est-ce que les corps de James Harden et de Kawhi vont tenir? Mais si ça tient, j'ai envie de croire en cette équipe capable d'aller jouer une finale de conf. Après, comme on l'a dit, attention, parce que Denver-Houston, Denver, on sait ce que ça donne. Houston, ça peut être l'équipe insouciante. À voir ce que ça peut donner. Écoute, oui, je te rejoins là aussi. On va pas être en désaccord là-dessus. Denver, mais je vois quand même Denver au-dessus des Clippers Je sur une comprends. série, même avec des Clippers au complet. Alors, je dis pas que ça va être facile, mais je les vois en favori et je vois clairement une finale OKC Denver. Non, une autre affiche me surprendrait vraiment, voilà. Mais pour moi, le principal outsider, c'est pas forcément les Clippers, c'est une équipe qui pour l'instant affronterait OKC en demi-finale, c'est plus Los Angeles, les Lakers Oui, qui reviennent très bien. Bon là, il y a eu un petit coup d'arrêt avec la blessure de LeBron, mais il est revenu. Cette nuit, bah, il a envoyé un gros buzzer beater. C'est devenu le plus vieux joueur d'ailleurs de NBA à claquer c'est un vrai. buzzer beater pour la gagne. Et, euh, et bah maintenant, avec les deux grosses individualités qu'ils ont peut-être deux des 10, voire peut-être si on pousse le bouchon, 5 meilleurs joueurs de toute la ligue. Et rien que ça fait d'eux pour moi un contender. Donc même si, comme je le dis depuis le début, je vais encore me répéter, je vois Denver au-dessus d'eux, là aussi. Je pense que Los Angeles et les Lakers sont carrément une carte à jouer. Ah, je te rejoins. Tu vois, donc je vois qu'il y a Kawhi ne tiendra pas et les Warriors peuvent créer la surprise. Je suis d'accord. Si je devais être plus réaliste, oui, bien évidemment, je pense que je donnerais la finale Denver OKC. Mais une finale qui me surprendrait pas et qui pourrait choquer du monde, ça serait une finale Lakers Warriors. Une finale de conférence actuellement, au vu du classement, ça peut se faire. Et c'est une finale qui, si on enlève les vrais favoris, etc., et qu'on vient jouer que sur de la surprise à l'ouest dans cette jungle, moi, demain, tu m'annonces que finalement, dans 1 ou 2 mois, on se retrouve avec la finale de conf entre des Lakers et des Warriors, je te dirais pas que je serais étonné. Je te dirais que c'est pas celle que j'attendais, mais je serais plus en mode, oui, bon, bah, allez, jouer là la finale, hein, qu'on voit qui passe, tu vois. De toute façon, c'est tellement dense à l'Ouest. Enfin, je veux dire, là, les 8 premières équipes, pardon. Franchement, peu importe lesquelles, à part élimination de Casey, peu importe lesquelles vont en finale de conf, pour moi, ce sera pas une surprise. Peut-être paradoxal, mais pour moi, la plus grosse surprise, ce serait de voir Houston, malgré le classement,
Oui, Pour moi, la plus grosse surprise, je pense que ce serait Houston en finale de conf. Et c'est tellement dense que je veux dire, enfin, personne n'a envie de jouer personne quoi dans cette conférence, donc ça va être pour moi le plus, bah, évidemment comme chaque année, la conférence la plus relevée. c'est sûr. Si je devais juste mettre un petit bémol, c'est attention pour le perdant de Warriors Minnesota actuellement. Attention parce que sur un match, jouer potentiellement les Kings, ça t'assure pas ta qualification en playoff. C'est tout ce que je rajoute. Même si les Kings, je les Ah, trouve les Kings notamment jouent les Suns, hein. avec le départ de Fox, je les trouve légèrement en dessous. Mais Lavine est en train d'arriver et est quand même très très solide avec eux. On a aussi un DeMar DeRozan qui commence à revivre. Alors est-ce que c'est parce que son grand copain est de nouveau de retour avec lui et le duo est de retour non plus en rouge mais en violet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je dis juste que même si moi je suis plutôt d'avis que les 8 premières seront les 8 équipes en playoff, je me dis les Kings on les connaît. Sur un match, c'est pas forcément l'équipe à jouer si tu veux t'assurer ta place. Voilà. Mais malgré tout, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on aura les 8 et que sur les 8 équipes qu'on connaît et qu'on a déjà citées, il y aura pas trop de surprises. En fait, peu importe qui y va, à part peut-être l'élimination prématurée d'OKC, mais encore, comme je l'ai dit, OKC, si ça perd en demi de conf contre les Lakers, ça me surprendra pas. Donc voilà. Mais après, c'est à voir. C'est vrai que à l'Ouest, autant à l'Est, tu peux être surpris si jamais on te donne certaines finales. Autant à l'Ouest, ouais, non, tu seras pas plus surpris que ça, je te l'accorde. Je vois Domontas va lâcher un triple-double légendaire en play-in. Bah, d'autant plus que c'est d'autant plus compliqué et d'autant plus pas assuré de voir que ce soit les Warriors, les Clippers ou Minnesota en playoff. Que bah, en plus des Kings, ils peuvent jouer Phoenix, qu'on présentait tout à l'heure comme une équipe très, très inconstante. Alors sur une série de 7 matchs, c'est peut-être, C'est ça. enfin, je les vois pas battre l'équipe qui est devant eux, mais alors sur un match, s'ils cliquent tous, déjà ils peuvent battre largement Sacramento. Pour moi, ils seront favoris dans une opposition face à Sacramento Je au, comprends. au play-in. Et ensuite, bah, que ce soit les Clippers, les Warriors ou Minnesota, ils peuvent les faire tomber au match suivant et ensuite bah, accrocher leur place en playoff et se prendre une rouste face au Thunder. Mais surtout s'ils jouent Minnesota en play-in, hein, ce sera l'occasion pour eux de prendre leur revanche après carrément l'humiliation qu'ils avaient subie l'année dernière au tour. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Peu importe qui affronte qui, ce sera un match-up assez indécis. Non, c'est clair. C'est clair. Et je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Voilà. Je pense que si on se base juste sur les favoris, on est censé rouler tout droit vers une finale NBA entre le Thunder et Boston, qui serait peut-être, je pense, la plus belle, en tout cas à l'heure actuelle et au vu des niveaux cette année, qui serait pour moi peut-être la plus belle affiche possible entre deux franchises. Hein, tu m'annonces que demain on a une finale Boston OKC. Moi je pense qu'on est sur potentiellement on peut être. Alors attention parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans le sport quand t'as de grosses attentes sur une série, ça se passe jamais comme tu le souhaitais. Mais on pourrait être sur peut-être l'une des plus grandes finales. Je vais m'avancer, mais ça pourrait, je dis bien pourrait devenir peut-être une des plus grandes finales de l'histoire quand on voit le niveau de jeu que sont capables d'avoir ces deux équipes. À voir comment ça joue en playoff, ce que ça donne, mais souvent quand on dit ça d'une finale, on dit que ça peut être l'une des plus grandes de l'histoire. C'est souvent une finale qui est pas folle à regarder. Donc, je ne vais pas trop porter l'œil, je ne dirai pas plus, je m'attarderai pas plus là-dessus. Mais voilà, je sais pas après ce que tu en penses toi, mais moi en tout cas à l'heure actuelle on me dit ça, moi je miserais, on va être réaliste, je miserais sans surprise sur une finale OKC-Boston. Bah écoute, je serais assez tenté de te rejoindre, même si je me dis que sur une série, je vois bien Denver capable de vraiment embêter OKC. Ouais, Et histoire de pas dire la même chose que toi, je dirais que cette année, on aura la finale qu'on attend depuis 2 ou 3 ans, plutôt 2 ans, je dirais. On aura Denver contre Boston en finale, selon moi, avec un Thunder vraiment, bah, comme on l'a vu en saison régulière, excellent, mais qui manquera encore un peu d'expérience malgré leur tout petit run en post-season l'année dernière. ok. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les finales, oui, je suis d'accord que par contre, si on avait une finale OKC-Boston, ce serait sur le papier, en tout cas, une des plus alléchantes de tous les temps.
moi, je me disais déjà ça l'année dernière avec Mavericks Boston, avec Boston qui était la meilleure équipe de toute la ligue, et Dallas qui s'était vraiment affirmé Oui, en playoff avec un énorme Luka, un Kyrie exceptionnel. Enfin, je veux dire, tout le monde dans cette équipe, on les sentait vraiment dans un état second. Même, je pense que tu parlais tout à l'heure de PJ Washington oui, qui a vachement contribué à sortir le Thunder l'année dernière. Et au final, on n'avait pas eu la série à laquelle on s'attendait. Boston avait un peu roulé sur Dallas, en tout cas sur le début de celle-ci. Il n'y avait pas eu trop de suspense au final, un 3-0 assez sec. Et ben, j'espère que si on a la finale à laquelle on s'attend, on n'aura pas le même scénario cette année, que ce sera plus serré, plus bien sûr. disputé, au moins en finale en tout cas. Non, c'est clair. Ben, on va pouvoir, entre guillemets, clôturer cette preview de la fin de la saison. Je vois Seth qui me dit sinon Matt, tu m'as pris ma place pour le Grand Rex. J'avoue que cette année, je ne me suis occupé d'aucune place. On m'a pris ma place pour moi. Donc, voilà. Ouais, bah, du coup, pour qu'on finisse un peu sur la NBA et cette première partie de saison, je vais te poser la question puisque toi, tu ne seras pas avec nous dimanche, pour en débattre. Sans que tu rentres trop dans le détail, je veux que tu me donnes ton MVP, ton sixième homme de l'année, ton défenseur de l'année et allez, on va pousser ton coach de l'année aussi. Ok. Eh ben écoute, pour mon MVP, je vais pas du coup, wow, pardon, je vais pas du coup trop épiloguer, voilà, c'était ça que je voulais dire. Mais je vais partir sur Nikola Jokic qui fait une saison all-time et à mon avis, je vais pas en dire plus, mais à mon avis, s'il en avait pas déjà gagné trois, il serait largement meilleur. Mais là, je vois au fur et à mesure que la saison avance et que je regarde souvent les odds, comme on dit aux États-Unis. Et, voilà, à mon avis, c'est sûr que SGA va l'avoir, mais moi, je le donnerais quand même. En tout cas, c'est à lui que mon vote va. Pour le rookie de l'année, on a à la base, j'aurais bien aimé le donner à un Français cette année pour faire le back-to-back tricolore. Mais malheureusement, il y en a un qui est au-dessus. On parlait au début de Jared McCain, qui était au début de saison Oui, le leader assez large de cette course. Et il y en a un qui s'est bien affirmé à San Antonio. Donc bon, ce sera pas un back-to-back français, mais ce sera un back-to-back des Spurs, puisque moi, mon vote va à Stephen Castle, et c'est en gros ok. la tendance qui est en train de se dessiner là-dessus. Ensuite, pour le Deepoy, le défenseur de l'année, j'ai regardé encore les odds tout à l'heure. Et donc, on en parlait tout à l'heure, Draymond Green est pour l'instant le favori, mais c'est pas à lui que je le donnerais. Je le donnerais plutôt à Mobley, parce que je trouve Ok. que c'est lui tout simplement la pierre angulaire de la défense des Cavs, et que je trouve que il fait sa meilleure saison personnelle sur le plan défensif, et que sur de Wemby, selon moi, le place en large favori. Mais c'est comme je disais, au vu des odds récents, c'est pas dit qu'il l'est. Et puis de toute façon, c'est tout le temps pour moi ce trophée-là qui est le plus difficile à décerner, parce que les critères changent en fonction des gens. On n'a Bien pas sûr. tous la même approche de cet aspect-là du jeu. Et voilà, selon moi, quoi qu'il arrive, je pense que, enfin, quand je vois les gens qui sont dans la course, je pense que quoi qu'il arrive, on aura un très beau défenseur de l'année, même si bon, j'aurais aimé que ce soit Victor, et malheureusement, ce sera pas possible à cause des blessures, mais voilà, Bien sûr. ce serait Evan Mobley. Du coup, il me reste trois, si je dis pas de bêtises. Donc le MIP, on entend beaucoup parler de Kate Cunningham. Pour moi, Kate Cunningham n'a pas du tout le profil d'un MIP. Enfin, je veux dire, il a en gros le même niveau que ce qu'il affichait les saisons précédentes, sauf qu'il se blesse pas et qu'il arrive à être du coup plus disponible et plus Oui. souvent performant. Mais je ne ressens pas une énorme progression dans son jeu. Et par contre, du coup, je donnerais plus le trophée à Dyson Daniels des Hawks, Ok. qui est aussi dans la course de l'année. Mais je le donnerais à lui parce que on le sent. Enfin, il est leader de la ligue aux interceptions. Et non, je ne vais pas épiloguer plus, je ne vais pas vous spoil pour dimanche, mais voilà, pour moi, c'est Dyson Daniel. Parce qu'à chaque fois, je pars un peu loin, je suis désolé. Non, mais Du il coup, faut malgré tout que tu donnes au moins une petite ligne à chaque fois de pourquoi tel joueur, malgré tout. ouais, c'est ça.
Pour moi, Dyson Daniels, parce qu'il est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle dimension aux Hawks Ouais, et qui peut, à long terme, carrément être une des pièces maîtresses du développement des Hawks autour de. S'ils vont garder Trae Young, mais s'ils font autour de Trae Young, je pense qu'il a carrément le profil pour s'imposer durablement dans cet effectif. Et il est en train de le montrer cette saison. Ensuite, sixième homme de l'année, là, cette fois-ci, je vais aller à Boston, hein, pour le donner à Peyton Pritchard, qui, pour moi, on parlait tout à l'heure de Nasrid, qui était le meilleur joueur en sortie de banc c'est mon avis, le meilleur joueur en sortie de banc de la ligue, mais cette saison, je le donnerai quand même à Peyton Pritchard pour son impact sur le jeu des Celtics. Je trouve que c'est limite un des meilleurs joueurs des Celtics cette saison. Que pour moi, il a carrément le profil d'un sixième homme de l'année. Et enfin, pour le coach de l'année, on en a parlé aussi tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas trop de discussion possible. Ce sera Kenny Atkinson qui arrive aux Cavs et qui en fait une vraie machine à gagner et qui a réussi à torpiller toute la ligue d'une manière dont personne s'y attendait. Donc pour bien moi, sûr. s'il n'y a pas trop de discussion là-dessus, ce sera Kenny Atkinson. Voilà. Ok, très bien. Donc on note notamment entre guillemets les deux discussions les plus compliquées et je pense que vous le verrez parce que c'est celle où on aura peut-être le plus de temps à en parler dimanche. Ça va, je pense, notamment être le MVP et le DPOY. Il y aura malgré tout une petite discussion sur le rookie de l'année et sur le MIP, forcément. Le rookie de l'année, à savoir que malgré tout, au vu des fins de saison, les deux Français restent dans la course, mais on en parlera plus en détail justement, notamment avec Stephen Kessel. Voilà. Et puis pour le coach de l'année, je pense que ouais, s'il y a deux discussions qui sont presque quasiment closes, ça sera plus, mais on reviendra en détail dessus. Le sixième homme de l'année et le coach de l'année, qui, sauf surprise, devrait être entre guillemets accordé aux deux noms que tu as cités. Mais on n'en dit pas plus parce qu'on se garde ça pour dimanche et vraiment venir mettre du détail sur ces deux noms-là. Ce que je te propose de faire, c'est de passer sur le tirage au sort. Alors, je m'y suis un peu mal pris, donc je pourrais pas vous l'afficher le tirage au sort là sur l'écran. Je m'y suis vraiment mal pris, donc vous ne le verrez pas. Mais je vais vous annoncer les groupes. Je vais vous donner pour moi les deux groupes qui vont être un peu les groupes de la mort. Et puis les deux autres groupes où pour moi ça devrait sans normalement se passer plus tranquillement. Voilà, donc on notera que le groupe A, qui est pour moi un des deux groupes de la mort, hein, hormis la Serbie qui devrait être qui devrait être la nation favorite de ce groupe-là, on a la Lettonie, la République tchèque, la Turquie, l'Estonie et le Portugal. Moi, je mettrais sur la surprise dans ce groupe, sur une des équipes qui pourrait créer la surprise, attention au Portugal. Mais on a quand même un duel qui va s'annoncer fou entre potentiellement la Lettonie, la République tchèque et la Turquie derrière la Serbie, avec du coup le Portugal qui pourrait se mêler à cette lutte. Le groupe A, pour moi, c'est le groupe de la mort. Je te laisserai donner ton avis juste après. Groupe B, on a Allemagne, Lituanie, Monténégro, Finlande, Grande-Bretagne, Suède. Pour moi, on a deux favoris qui vont se dégager avec notamment la Lituanie et l'Allemagne. Mais ça, je te laisserai aussi en dire plus dessus. Le deuxième groupe de la mort, pour moi, c'est le groupe C. Parce que dedans, tu as Espagne, Grèce, Italie. Tu as même la Géorgie où il faudra faire attention. Bosnie et Chypre. Et enfin, le dernier groupe, le groupe de la France. Voilà. Avec la Slovénie, la Pologne, Israël, la Belgique et l'Islande. Où là, pareil, je dirais que, hormis peut-être la Pologne et la Belgique pouvant faire des petits... Je pense qu'on a deux favoris dans ce groupe-là avec la France et la Slovénie. Voilà, je te laisse donner ton avis dessus. Bah écoute, je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit. Franchement, quand j'ai vu les groupes, j'ai pensé aux deux mêmes qui avaient un peu ce profil de groupe de la mort. Alors avec, comme tu disais, le groupe A où il y a beaucoup de qualité, notamment en Serbie, qui est quand même largement favorite du groupe. C'est ça. Ensuite, je mettrais une pièce sur la Turquie qu'on a vu qui était bien chiante à jouer au dernier Eurobasket, qui a failli nous sortir et qui, je pense, avec la progression de son meilleur joueur Alperen Şengün, l'apport de joueurs plus expérimentés comme Cedi Osman qui fait une plutôt bonne saison au Pana, de Shane Larkin qui est toujours un des leaders de l'Anadolu, même si l'Anadolu est plus si grande forme que les années précédentes. Bien sûr. Je pense que cette équipe de Turquie a de quoi largement être
deuxième meilleure équipe de ce groupe et même sur un match de pourquoi pas aller battre la Serbie. Et pour moi, ce groupe, oui, a clairement l'allure d'un groupe de la mort, même si pour moi, le vrai groupe de la mort, c'est le groupe C. Bien sûr. Donc celui, comme tu disais, avec... parce que pour moi, c'est celui où il n'y a vraiment pas de clair favori, on va dire. C'est pas le seul groupe où il n'y a pas un clair favori, hein, entre la Slovénie et la France, c'est chaud, mais je veux dire, c'est les deux favoris, quoi. Mais là, il y a 3 voire 4 équipes qui, pour moi, sont carrément voire peut-être même 5, qui sont carrément en gros ballottage. C'est ça. Avec l'Espagne, la Grèce et l'Italie qui sont, pour moi, sur le même, qui sont la même catégorie d'équipe, même si personne n'est une superstar comme Yanis. C'est peut-être, il n'est pas hyper bien entouré. S'il a un Nick Calates qui est certainement le plus expérimenté de l'effectif et qui réalise une saison plutôt correcte à Monaco, même s'il a mis du temps avant d'être intégré à l'effectif, là il revient bien. Il y a l'Espagne, on sait que l'Espagne c'est toujours chiant à jouer, surtout que Santi Aldama en FIBA, c'est pas le même qu'en NBA. On l'a vu là au JO, c'est lui le nouveau leader, on va dire, de cette sélection espagnole. L'Italie aussi, c'est toujours embêtant à jouer. Ils ont exprimé l'envie de naturaliser Dante Di Vincenzo, qui ferait vraiment un très grand bien. Alors pour l'instant, il a que des origines, il n'a pas les papiers. Il faut encore qu'il ait les papiers. C'est son coach, le sélectionneur qui n'est pas encore son coach, mais qui pourrait le devenir, le sélectionneur de l'Italie, Pozzecco, je crois que c'est son nom. Et il annonçait vouloir naturaliser Di Vincenzo, et il disait aussi que lui il est carrément chaud pour rejoindre l'équipe d'Italie et que ça dépend que des papiers. Bien sûr. Et que une fois qu'il aura son passeport, il pourra carrément être intégré à cette équipe, contrairement à ce qu'on avait vu il y a quelques années avec Paolo Banchero, qui a décidé finalement de représenter les États-Unis. Mais du coup, dans ce groupe C, il y a aussi 2 outsiders qui ont pour le coup carrément le costume parfait d'équipe poil à gratter, qui pourra carrément tirer son épingle du jeu dans ce groupe. Il y a la Géorgie, qui a plusieurs joueurs NBA. Là, je pense en première ligne à Oga Bitadze, qui a plutôt, on va dire, son leader qui joue en Europe, Tony Shengelia. Je sais pas si... Non, Tornik Shengelia, voilà. Qui joue au Virtus, et qui surnage dans un peu le marasme qu'on a actuellement au Virtus, qui est en très mauvaise forme. Lui, il performe plutôt bien. Et il y a ensuite la Bosnie autour d'un duo entre Zanan Moussa, le joueur du Real Madrid, et Youssouf Nurkic, s'il décide de participer à cet Euro. Ça peut faire des dégâts. Et puis, comme je disais, dans le groupe de la France, il y a 2 clairs favoris. C'est à savoir qui obtiendra la première place entre la Slovénie et la France. Mais je vois pas de vraies possibilités de coquille pour l'équipe de France, qui, je l'espère, ne fera pas comme au dernier mondial et sortira de ce groupe assez facilement et sereinement, on va dire. Surtout que Frédéric Fautou l'a annoncé là, à la suite du tirage. Wembanyama serait déterminé à tenter de jouer cet Eurobasket. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je suis assez dubitatif là-dessus. Je préférerais qu'il se concentre vraiment sur son retour et qu'il n'aille pas compromettre sa carrière pour ça. Parce que c'est quand même assez inquiétant ce qu'il a. Mais voilà, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis assez dubitatif d'un retour de Wemby, même si ça aiderait grandement aux chances de la France d'aller le plus loin possible. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, j'allais justement en parler, donc c'est parfait, tu me tends la perche magnifiquement. J'étais en train de préparer le moment où j'allais le dire. Mais par contre, oui, alors, moi en fait, je vais pas être inquiet pour une seule et unique raison, c'est que je pense que Victor est suffisamment intelligent pour, même s'il est déterminé, ne pas revenir s'il n'est pas prêt. Si Victor joue, c'est qu'il est prêt et qu'il sait que ça ne compromettra pas sa carrière. Je ne vois pas Victor mettre en danger sa carrière pour 7 euros. Parce que malgré tout, on l'a vu, quand on voit aujourd'hui le niveau de l'Europe, l'équipe de France reste une équipe capable d'être championne d'Europe, même sans Victor, quand on voit le vivier qu'elle est capable d'avoir. Là, ce qu'il faut juste, c'est est-ce que l'équipe a suffisamment d'expérience pour pouvoir aller jouer cette victoire finale au championnat d'Europe. Pour moi, la question va plus se jouer là, même sans Victor. Donc, à voir.
Mais je ne vois pas, honnêtement, sur cette nouvelle, je ne vois pas Victor compromettre sa carrière pour jouer cet Euro. Il est déterminé pour le jouer, c'est normal. On sait qu'il a envie de revenir sur les terrains. Ça se sent. Maintenant, je pense qu'on est sur un bonhomme, un joueur suffisamment intelligent pour se dire qu'il peut avoir l'une des plus grandes carrières de l'histoire et donc ne pas compromettre cette carrière pour une compétition avec sa nation, même si on connaît aussi son attachement à cette équipe de France. Et écoute, oui, je suis d'accord. Je le vois quand même intelligent pour ne pas, effectivement, comme tu disais, mettre en péril sa carrière. Mais moi, ces histoires de blessures, c'est quelque chose qui me stresse, qui me préoccupe vraiment beaucoup. Parce que depuis qu'il a rejoint la Grande Ligue, évidemment, bah, je le suis de très près du fait qu'il soit français et que c'est la première fois qu'on a un prospect aussi dingue. Bien sûr. Et puis, je vais pas faire le mec, je préférerais qu'il puisse jouer cet Euro quand même. Hein. S'il est à 100%, je préférerais qu'il joue cet Euro. Mais je me dis aussi, dans un autre sens, on va, sur les compétitions à venir, construire tout autour de lui. Hein, je pense, même si on a de gros prospects qui arrivent, on n'en a aucun de son niveau et de son acabit. Donc, s'il arrive à bien se remettre de cette blessure, je pense qu'on va tout construire autour de lui et que c'est peut-être pas plus mal de, pendant cet Euro, le faire sans lui s'il est du coup pas à 100%. Je pense que c'est C'est ça. presque même une aubaine pour l'équipe de France pour voir, profiter de cette compétition pour voir qui aura l'étoffe de venir déjà se créer un groupe sans Victor qui accompagnera du coup sur les prochaines saisons, n'importe quoi, sur les prochains tournois de grande envergure, que ce soit l'Euro, le Mondial ou les JO de 2028. Je pense que c'est justement l'occasion de se construire un groupe qui sera capable d'accompagner avec Victor cette fois-ci l'équipe de France au sommet enfin sur des grandes compétitions. Je te rejoins totalement. Là, j'étais sur mon téléphone en même temps pour regarder s'il n'y avait pas eu d'autres petites news en lien avec tout ça. Donc, notamment, parce qu'on avait vu le tirage, je revérifie aussi les groupes, hein, pour pas me planter et revérifier que j'avais bien donné les bons groupes aussi tout à l'heure. Mais donc, tout est bon. Et ouais, je te rejoins. Il y a ce côté de, on aime voir le joueur Victor jouer, donc on aimerait qu'il puisse jouer. Maintenant, comme on l'a si bien dit, on doit construire autour de lui. On sait que l'équipe, justement aussi, on cherche à construire une équipe. C'était un peu le souci, je trouve, sur les dernières compétitions, même si on a trouvé un peu cette âme d'équipe sur la fin des JO à Paris. Mais c'est ce qui manque. Est-ce que justement le fait de ne pas avoir Victor, ça peut pas être une bonne option pour déjà commencer à reconstruire ce collectif, en sachant que derrière, il te reste plus qu'à ajouter ta pièce maîtresse à cet engrenage-là, entre guillemets, et donc éviter d'avoir le moindre grain de sable. Parce que on prenait l'exemple, on avait pris l'exemple à l'époque quand on avait fait sur la Ligue des Champions avec Donnarumma. On sait que dans le sport de haut niveau, un athlète, c'est comme un engrenage. Au moindre grain de sable, ça pète. Et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Donc, quand on connaît Victor et qu'on sait l'engrenage, la machine magnifique qu'il est capable d'être quand il est à son meilleur niveau, on a tout sauf envie qu'il y ait un grain de sable qui vienne s'y caler. Et donc, on n'a qu'un seul espoir, c'est véritablement qu'il vienne et puis qu'il se sublime pour pouvoir avoir la carrière qui est censée lui être promis selon les dires de la planète basket. Bah écoute, oui, je suis complètement d'accord et pour moi, tu as tout dit. Je vais pas répéter ce que tu viens de dire, donc j'ai rien à ajouter sur les chances de l'équipe de France, en tout cas, et j'ai très hâte d'être à l'Euro et de voir ce qu'on va être capable de produire avec notamment le nouveau coach Frédéric Fautou, Ouais. qui pour l'instant est assez convaincant sur les quelques matchs qu'on a pu voir avec lui sur le banc. Non, et je te propose qu'on en finisse là, parce que tu as d'autres sujets là. On sait qu'on aime bien finir de temps en temps quand on est sur des gros lives avec un gros sujet précis. On aime bien finir par de l'actu sportive, mais comme on a déjà parlé d'Arthur Fils, je ne sais pas si tu avais autre chose, une actualité en tête qui te venait à l'esprit. Et puis sinon, on va pouvoir clôturer tranquille. Je ferai juste quelques petites annonces avant. Donc là, je te laisse juste la main rapidement si tu as quelque chose à rajouter. Non, écoute, j'ai rien à ajouter. On a fait le tour de tout ce dont on devait parler aujourd'hui, tout ce qu'on avait annoncé qu'on parlerait, on l'a traité. Donc moi, j'ai plus rien à ajouter. Je te laisse du coup faire les quelques annonces que tu viens de teaser. Très bien. Alors, première grosse annonce, j'attends pour le valider, mais
Nous avons normalement enfin passé, mais j'en reparlerai dimanche un peu plus précisément normalement, puisque d'ici là, j'aurai eu les informations qu'il me faut. Normalement, nous devenons avec le statut d'affilié sur Twitch. Donc, on en reparlera, mais vous aurez la possibilité de vous sub, voilà, si vous le souhaitez, pour nous soutenir. Donc ça, voilà, on en reparlera parce que là, je vois que il n'y a plus que 3-4 personnes présentes. Donc, on en reparlera un peu plus en grande partie dimanche. Des annonces sur le fait que normalement, des choses devraient arriver d'ici 1 ou 2 semaines. Donc, il y a le fameux vlog dont j'ai parlé pour le week-end lillois. J'aimerais réussir à vous tourner aussi, qui est un peu plus court, à vous revenir sur le vlog de quand j'ai fait Paris-Real en Euroleague. Voilà. J'aimerais bien pouvoir vous le faire. Ce sera un petit vlog assez court, assez rapide, puisqu'on est que sur un match d'une soirée. Et puis après, plus dans les mois à venir, pour faire un rattrapage de l'année 2024, les vlogs du Grand Prix de Spa-Francorchamps, des JO, donc du match France-Japon au JO à Lille, puis un petit peu des Jeux paralympiques où j'avais pu suivre quelques épreuves. Donc ça, c'est au niveau des annonces sur YouTube, ce qui va vous attendre. Un format interview qui pourrait arriver dans les quelques mois. Sinon, il faudra attendre un peu plus l'année prochaine. Quand on dit l'année prochaine, c'est plus à partir de septembre-octobre. Voilà, mais en tout cas, de belles choses. Un mois d'avril qui pourrait s'annoncer spécial avec des changements peut-être de date à vérifier. On vous tiendra au courant, notamment dimanche, où normalement vous aurez le planning qui vous attendra à minima pour la mi-avril, la moitié du mois d'avril. Et puis ensuite, juste vous teaser le fait que des projets vont arriver. On en parle en interne, des potentiels aussi nouvelles recrues. Voilà, parce qu'on sait que on a quelques difficultés, on a certaines personnes à chaque fois dans l'équipe entre nous, hein, on se l'avoue, on a des vies à côté. Pour l'instant, on ne vit pas de ça, voilà. Donc on essaye de s'aligner comme on peut, mais 1, 2, 3 recrues devraient peut-être arriver et ne feraient pas de mal à ce magnifique effectif de Game Time, hein, qui n'attend qu'une chose, c'est de devenir encore plus fort. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour des principales annonces. Je vais te laisser, comme on le fait habituellement, le premier mot de la fin avant de conclure. Et écoute, pour le mot de la fin, je vais pas être original, hein, je vais dire comme d'habitude, c'était encore une fois un plaisir de faire cette émission avec toi et aussi avec les personnes sur le chat qui ont pu parler et interagir avec nous. C'est toujours très cool, ça rend le truc plus vivant et Bien sûr. c'est toujours plus agréable d'avoir des gens qui parlent, qui réagissent à ce qu'on dit et sur qui on peut s'appuyer carrément pour démarrer de nouvelles discussions. Et voilà, c'est tout. Je souhaite une bonne soirée à tous les gens qui sont encore là sur le live, qui nous ont écoutés depuis le début. Et voilà, je te rends la main pour le deuxième mot de la fin, du coup. Le vrai mot de la fin, on va dire. Parfait. Et moi déjà, je te remercie encore une fois de m'accompagner, hein, voilà. Comme je le souligne à chaque fois, on est une belle équipe et c'est un plaisir d'être avec vous. Pour l'instant, encore une fois, je vous remercie de nous suivre. Il y en a beaucoup, je sais que vous êtes là même depuis le début, avant les arrivées de Nico, Timo, Paulin, hein. Merci encore de me suivre dans ce projet, de me suivre avec Raël et Bat, voilà. Vous avez, je pense, suffisamment vu ma tête, mais malheureusement, vous la verrez encore dimanche, puisque je serai aux côtés de Timo. Voilà, pour l'instant du mois de mars, vous m'aurez vu tous les jours, à chaque fois, en variant. Une seule fois ce dimanche-là qui vient de passer, mais sinon toujours accompagné magnifiquement, que ce soit de Nico, de Timo ou de Paulin. Voilà, donc un grand merci déjà à vous, un grand merci au chat qui continue à chaque fois à interagir avec nous. On sait que parfois, là notamment ce soir, on a vu des gens venir, repartir, etc. On sait que le jeudi soir, c'est un peu encore vie de famille. Enfin, on a plus de mal à prendre le temps que le dimanche soir où généralement on peut se poser, même regarder cette émission en famille. Je le sais, hein, des fois il y a eu des amis qui étaient avec leur maman, leur papa. Donc voilà, encore une fois un grand merci. Et puis il va être l'heure de vous souhaiter, comme l'a si bien dit Nico, une bonne soirée et de vous dire, pour ceux qui seront là, à dimanche, en espérant vous voir en pleine forme. Allez, et du coup Nico, passe une bonne soirée au chat. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tous.